Merci beaucoup d'abord, bien sûr. Je devais vous parler du parc naturel de la mer de Corail. Je vais vous en dire juste quelques mots parce que si je suis trop longue, on n'aura plus le temps de questions. Mais il n'y a aucun souci, c'est parce que toutes les interventions que nous avons eues étaient très intéressantes. Voilà, je vais juste vous présenter vraiment quelques aspects. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. Et le parc naturel de la mer de Corail sera présent aussi pendant le festival de la semaine de l'image subaquatique, le 8 juin. Et puis, voilà, il y a un site internet qui explique tout ça. Je voulais simplement... en tant que membre du conseil scientifique, mentionner l'existence du parc naturel de la mer de Corail comme une des grandes initiatives qui ont été prises au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Pas de lutte directe contre le changement climatique, mais de protection de la biodiversité qui subit évidemment les conséquences de ce changement climatique. Ah, alors, c'était pas ça. Non, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Donc le parc naturel de la mer de Corail a été créé en 2014 et c'est une des plus grandes aires marines protégées au monde avec 1,3 million de kilomètres carrés. Je vous passe les aspects juridiques, hein, c'est pas grave. Voilà. Alors, si vous voyez la carte ici, vous pouvez noter que le parc naturel de la mer de Corail a bien une dimension qui est vraiment énorme par rapport aux autres aires marines protégées, sachant que on va trouver une grande diversité de ces aires marines dans le monde, avec pas la même, ce qu'on appelle la même normativité, donc pas les mêmes dispositions, pas les mêmes obligations en termes de protection, pas forcément les mêmes finalités, parce qu'il y a toujours une finalité de protection, mais ça peut être seulement la protection ou associer une gestion en accord avec le développement durable et la protection. Et puis, dans le Pacifique, de façon générale, il y a une très grande concentration de ce qu'on appelle les très grandes aires marines protégées. Alors, ce qui explique cette dimension, c'est que finalement, pour faire court, c'est toute la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie qui a été reconnue comme parc naturel. À partir des côtes, on va arriver au récif et il faut partir du récif pour calculer les 12 000 nautiques de la mer territoriale. Et c'est seulement à partir de ces 12 000 marins et au-delà, jusqu'à 200 000 marins, qu'on va avoir cet espace qui est constitutif de la zone économique exclusive et qui est donc immense puisqu'il faut plusieurs jours de bateau pour partir des côtes calédoniennes jusqu'aux confins de l'aire marine, avec les atolls que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, Entrecasteaux, Chesterfield, et puis les îles de Walpole, Mathieu et Hunter. Là, c'est remis dans un contexte régional. On voit que ça nous porte jusqu'aux frontières maritimes avec nos États voisins. Alors bien sûr, c'est une biodiversité tout à fait exceptionnelle qui a motivé la création du parc naturel de la mer de Corail. 1,5% de récifs vierges, dont un tiers dans le parc, un record mondial de biomasse. Bon, ça, mes collègues scientifiques en parlent évidemment beaucoup mieux que moi. Et il a fallu donc au sein du parc trouver un mode de fonctionnement approprié. Alors le principal moteur du fonctionnement du parc, c'est le comité de gestion qui a pour rôle d'élaborer le plan de gestion, qui émet des avis aussi sur la mise en œuvre de ce plan. Et vous voyez qu'il y a 4 collèges qui sont importants à mentionner parce qu'on y trouve des aspects institutionnels, mais aussi coutumiers. Et le patrimoine coutumier est pris en compte dans le parc naturel de la mer de Corail et dans la définition internationale aussi des aires marines protégées, des acteurs socioprofessionnels et des représentants de la société civile. Depuis 2018, il existe également un comité scientifique. Donc nous sommes 12 membres de ce comité scientifique et nous relevons tous de disciplines différentes et nous pouvons être
être saisie donc pour avis lorsque le comité de gestion doit se prononcer. Alors pour l'instant, ça a donné lieu à une régulation particulière, une réglementation qui concerne le tourisme, une réglementation surtout qui concerne les réserves. Alors vous avez plusieurs niveaux de protection. Des réserves dites intégrales qu'on voit ici représentées en rouge, avec un accès qui est totalement interdit, donc pêche interdite également, toute activité. Les réserves naturelles qui sont d'un accès interdit sauf sur autorisation et dans lesquelles on ne peut pas non plus pêcher. Donc il y a 7000 km² qui sont en réserve intégrale au milieu du parc et environ 21 000 km² classés en réserve naturelle. Pour les autres zones, on est dans un niveau de protection qui correspond, selon le schéma UICN mais que je vous ai passé très très rapidement au départ, à un échelon 6. Voilà, je vais donc juste m'arrêter là pour ce qui est de la régulation et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Bien entendu, il y a encore beaucoup d'objectifs à être menés au sein du parc naturel de la mer de Corail, en termes de gestion, en termes d'intégration au niveau régional, en termes des mesures qui peuvent être prises et puis en termes de suivi scientifique, bien sûr. Donc toutes les campagnes de suivi scientifique doivent obtenir une autorisation pour être menées. Mais il y a quand même une diversité d'institutions scientifiques qui ont des programmes, soit ponctuels, soit des programmes réguliers, en premier lieu desquels l'IRD, qui joue un rôle incontournable dans le suivi scientifique des écosystèmes qu'on trouve au sein du parc. Je vous remercie. Et je vais du coup lancer le dialogue, ouvrir ce dialogue en vous proposant de poser des questions pour ceux qui le souhaitent. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques par rapport à ce qui a été évoqué, j'espère? Il y a quelqu'un? Nicolas. Il y a quelqu'un pour passer le... Je vais le faire en attendant. Alors, il y avait une question, c'est ça, par ici? Alors, je vous passe le micro. Oui, monsieur, est-ce que vous avez des informations à donner sur le projet Lucie, qui est avec Vallée dans le sud de la Nouvelle-Calédonie? Vous savez, pour les batteries. En fait, je ne suis pas... Enfin, le CNRT n'est pas investi dans ce projet-là. Donc, le projet Lucie, à ma connaissance, c'est un projet qui vise à réduire en volume les déchets de l'usine hydrométallurgique de Vallée pour donc les rendre solides, donc enlever toute l'eau, puisque jusqu'à présent, c'est de la pulpe qui sort de l'usine de Vallée et qui est remise dans des bassins qui permettent de les stocker. Donc, comme il y a beaucoup d'eau, ça fait beaucoup de bassins. L'idée, c'est de réduire le volume et de pouvoir, dans un même bassin, donc stocker beaucoup plus, en tout cas plus longtemps, ces résidus-là. Après, je ne suis pas, comme je ne travaille pas sur ce projet-là, je ne pourrais pas vous en dire tellement plus. C'est comme une grosse presse qui va en fait enlever. J'ai cru qu'on voulait récupérer justement des terres rares pour fabriquer des batteries destinées aux véhicules électriques. Donc ça, je peux pas. Je suis malheureusement pas en position d'en parler. Pour ça, je pensais que peut-être que le monsieur aussi, votre voisin, avait des choses à dire sur le sujet. Non, j'ai pas forcément d'informations sur le sujet. Je sais qu'en tout cas, Vallée est en position d'adopter aussi un système de s'équiper d'un système de production d'énergie renouvelable à partir de panneaux photovoltaïques. Mais je n'avais pas eu l'information comme quoi ils allaient utiliser les résidus de leur extraction ou même essayer de rechercher des nouveaux procédés pour extraire les fameuses terres rares qui sont utilisées dans les panneaux photovoltaïques ou dans les batteries
de stockage d'énergie. Merci. Oui, juste une petite question au sujet des véhicules électriques. On sait aujourd'hui que les véhicules électriques, pour ce qui est de la filière en Calédonie, est beaucoup plus consommatrice d'énergie et beaucoup moins intéressante que les véhicules hybrides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on fait des batteries. A priori, on ne peut pas importer les batteries, on ne peut pas les recycler après. Pourquoi, dans ces cas-là, ne valorise-t-on pas plus la filière hybride, qui aujourd'hui semblerait, pour la Nouvelle-Calédonie en tout cas, à l'instant T, beaucoup plus intéressante que les véhicules électriques? C'est une question très intéressante. La première des réponses, c'est que elle nous vient finalement des producteurs de véhicules, hein, des gros producteurs mondiaux. Ils lancent un message d'alerte en disant attention, d'ici très peu d'années, on va arrêter déjà la production de véhicules thermiques. Il y a une mouvance qui est de partir vers l'électrique dans sa finalement totale, l'électrique totale, pour la simple et bonne raison que l'hybride aujourd'hui est une solution alternative, c'est-à-dire c'est un système de transition. Aujourd'hui, alors pour ce qui est de l'importation de batteries, ça se fait. À quel coût? En fait, aujourd'hui, hein, la différence entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, cette différence de coût s'explique par le coût des batteries. On a néanmoins, comme pour beaucoup de technologies et comme on l'a vu sur le photovoltaïque, un coût marginal de production qui est en train de chuter significativement, et on attend à ce que le coût de production des batteries continue de diminuer très rapidement dans les prochaines années avec la massification de la production. Pour ce qui est du traitement des batteries, alors les batteries aujourd'hui effectivement sur le territoire on n'a pas d'unité de tri et de revalorisation des batteries. Ça n'empêche pas que les batteries comme les batteries nickel qu'on peut retrouver dans les véhicules thermiques sont du coup collectés et ensuite expédiés dans des centres de tri adéquats normalement sur l'Asie ou sur l'Europe. Donc on pourrait partir du postulat que les batteries des véhicules électriques seraient réutilisées, seraient valorisées de la même manière. Il y a également une piste qui est celle de la revalorisation locale avec un autre usage que pour le véhicule électrique. On pourrait très bien partir du postulat que la batterie finalement va perdre de son rendement dans le temps. La batterie lithium-ion, hein, ce sont les plus courantes qu'on retrouve aujourd'hui dans les véhicules électriques. Même si elles perdent de leur autonomie pour l'usage de la mobilité, peuvent être utilisées pour d'autres services, et notamment pour le stockage de l'énergie de manière fixe, pour répondre finalement aux fluctuations de l'énergie intermittente des énergies renouvelables. Caroline, si tu veux compléter, n'hésite pas. Bonsoir. Merci pour les interventions, c'était très intéressant. C'était même enrichissant. Je voulais savoir ce que représente l'économie du développement durable en matière de chiffres, globalement. Je ne sais pas au niveau mondial, j'ai entendu des chiffres, mais par exemple pour la Calédonie, et ce qui serait intéressant, est-ce que ça représente en termes de niche de développement pour le pays, quoi, ici. Je ne sais pas si on peut donner comme ça, mais voilà, pour les jeunes, l'avenir, voilà, pour créer des... je dis ça parce que c'est des questions qu'on se pose, nous, dans le milieu, on va dire, local, coutumier aussi. Donc voilà, puis c'est dans l'air du temps. On a vu au niveau politique, là, au niveau européen, là, les Verts, c'est un peu comme le réveil océanien ici, quoi. Il y a un réveil de développement durable tout d'un coup en Europe. Donc, ouais, je pense que voilà, c'est inévitable. On est dans ce sens-là de l'économie du développement durable. Hein. Donc voilà, c'est ça ma question. Hein. Qu'est-ce que ça représente en termes de... Merci.
c'est bon. Merci pour cette question très intéressante. Alors, c'est compliqué de répondre comme ça facilement à la question qui est pourtant très simple. Je renverrai peut-être à une publication récente qui a été publiée par l'IEOM. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'était il y a quelques semaines de ça. Il y a eu tout un travail de réalisé donc, par l'Institut d'émission Outre-mer sur les activités, l'activité économique liée au vert, entre guillemets. Alors le vert, ça intégrait toutes les activités liées, on va dire, sur le secteur des déchets, des énergies renouvelables. Le résultat a montré qu'il y avait beaucoup d'entreprises, sinon la plupart des entreprises considérées dans le vert portaient sur le déchet. Justement, il y avait beaucoup d'entreprises sur le déchet. Bon, il y a un certain nombre de chiffres intéressants qui donnent justement le nombre d'entreprises, le nombre d'emplois en Calédonie sur ce secteur-là. Et ensuite, bien sûr, on ne peut que vous rejoindre sur le fait de développer de l'économie, des activités économiques basées sur la nature, mais avec cette notion de gestion durable, justement, en effet, pour pouvoir préserver au mieux, utiliser la biodiversité. Et Dieu sait, enfin, la Nouvelle-Calédonie, on l'a vu tout à l'heure, que c'est un hotspot de la biodiversité au niveau mondial, peut-être le 3e, le 4e, peu importe, mais un spot très important. Donc, il y a énormément de molécules issues du vivant à valoriser. Il y a un certain nombre d'acteurs déjà positionnés sur le secteur. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est aussi à la fois de développer et puis en même temps de protéger. C'est ce que fait aussi un peu, je pense notamment la province Nord, d'arriver à comment dire, protéger tout ce qui pourra être issu du développement du vivant et des biomolécules. Il y a un certain nombre de modèles économiques très intéressants. Je pense par exemple à l'île de Maré avec l'entreprise SNN, Sereino Nengone, sur la valorisation du santal, où on a toute une démarche intégrée de développement, de gestion durable de la ressource, c'est-à-dire que, eh bien, on collecte, oui, mais quand on collecte, eh bien, on va replanter, reforester 4 fois plus que ce qu'on a prélevé. Au moment où on prélève, on valorise aussi des espèces exotiques, envahissantes, pour essayer de les valoriser, de les brûler, de les sécher, de les brûler. Et l'énergie produite liée à la combustion de ces espèces envahissantes, donc qui ne sont pas intéressantes pour extraire l'huile de santal, eh bien, on va produire de l'énergie, de la vapeur pour alimenter le process de distillation du santal. Et puis en même temps, un projet de formation des populations, des salariés, pour qu'ils soient justement ultra compétents sur comment gérer durablement les ressources, comment mettre en place le process, etc. Donc voilà, on a à l'échelle des territoires, je pense, des business models très intéressants à valoriser, y compris dans les îles. Il y en a sûrement d'autres. Donc on peut que être d'accord avec cette proposition-là. Et je sais que parmi les acteurs assez impliqués aussi sur le sujet, je pense à WWF, pour avoir échangé récemment avec eux. Voilà, c'est ce type de questions-là qu'on se pose. Et l'idée, c'est peut-être d'aller plus loin pour identifier justement les enjeux économiques liés au développement des activités vertes, entre guillemets, pour aller un peu plus loin que ce qu'a réalisé l'IEM, qui est déjà très bien. Donc il y a des réflexions en cours pour avoir un peu plus de billes tangibles pour répondre à ces questions-là. Bonsoir. Concernant le projet Carboscorie, j'aurais voulu savoir à quelle échéance on peut espérer avoir cette technologie en service. Donc le projet Carboscorie 2 est parti pour 3 ans. Donc il a commencé à la fin de l'année dernière. Donc dans 3 ans, on devrait avoir avoir rempli le contrat de ce projet-là, qui va nous mener jusqu'à un niveau de développement technologique 7 sur une échelle de 10. Donc il y aura encore derrière du développement. Donc là, l'idée, c'est de produire un pilote pré-industriel qui sera transposable à l'échelle industrielle, mais il faudra encore attendre quelques années et surtout trouver le développeur suivant, donc pour finir la petite brique jusqu'à ce que ça puisse être un process opérationnel. Voilà. Une dernière question, si... Non ? Ah oui, une dernière. Bonsoir, merci aussi pour cette conférence très intéressante et vos présentations. Donc ma question, ça serait pour l'écomobilité, premièrement. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses autour des énergies renouvelables, des voitures électriques.
Est-ce que vous avez des axes sur tout ce qui est transport en commun, développement des réseaux? Parce que par exemple, aujourd'hui, effectivement, on voit que tout le monde a sa voiture, mais il n'y a pas forcément un réseau de covoiturage très développé ou de transport public commun très développé. Et ma deuxième question, est-ce que vous menez une politique de communication auprès des populations? Parce qu'on sait que pour le réchauffement climatique, l'engagement des communautés est essentiel pour pouvoir lutter justement et mettre en place des actions efficaces. Merci pour cette question très intéressante. Alors sur l'écomobilité, je peux vous faire un retour d'expérience sur 2 appels à projets qu'on a lancés en partenariat avec l'Agence calédonienne de l'énergie. Comme je disais tout à l'heure, on travaille ensemble sur ces questions-là. Et on peut voir qu'il y a un certain nombre d'initiatives qui voient le jour pour favoriser justement l'écomobilité au sein des entreprises. Alors c'est des choses toutes bêtes, entre guillemets, c'est essayer de faire en sorte que dans une entreprise où il y a plusieurs salariés, un parc de véhicules, qu'on puisse optimiser l'usage de ce parc de véhicules. Bon, ça, c'est voilà, un exemple. Après, sur le covoiturage, il faut savoir qu'il existe déjà un site covoiturage.nc qui a été développé il y a quelques années, qui subit qui est utilisé peut-être pas suffisamment, on va dire, qui mériterait d'évoluer. Et donc, il y a un certain nombre justement de briques complémentaires qui sont constituées, notamment pour les entreprises. Alors, je ne sais pas si voilà, dans la salle, vous êtes potentiellement intéressés. L'idée, c'est le frein principal au covoiturage, c'est d'avoir confiance. C'est de s'inscrire, de dire on va covoiturer, d'avoir confiance soit en le conducteur, soit prendre un passager en qui on peut avoir confiance. Et donc, du coup, sur les sites, on est en train de créer des briques dédiées aux entreprises pour du covoiturage, on va dire professionnel, au sein des salariés d'une même entreprise. Donc, je sais que la province Sud a créé du coup sa communauté. Il y a d'autres acteurs là, pardon, j'ai oublié, mais donc c'est possible et donc c'est vrai que c'est aussi, il y a des outils qui existent à améliorer. Sur la partie transport en commun, bon, c'est vrai que l'enjeu, le projet phare à l'échelle du Grand Nouméa, c'est le Néobus. Vous l'avez peut-être vu circuler pour la première fois, je l'ai aperçu justement aujourd'hui en test. C'est très intéressant. Donc voilà, le SMTU mise beaucoup sur l'utilisation du Néobus qui va permettre de rallier Moselle au Médipôle en 20 minutes, je crois, maximum, avec du coup une circulation où il sera prioritaire à toutes les intersections. C'est-à-dire quand on arrivera, quand on n'est pas dans le Néobus, du coup, le feu passera au rouge et pour laisser la priorité au Néobus. Donc, c'est quand même un outil très intéressant. Il faudra accompagner aussi le changement parce qu'en effet, ça ne se fait pas tout seul. C'est compliqué de passer de sa voiture, on est tout seul, à l'usage des transports en commun. Si on doit en plus changer de mode, basculer, avoir 2 modes de transport. Donc, c'est lourd. Aujourd'hui, il y a aussi le numérique qui va permettre, c'est ce qu'on a pu voir dans notre appel à projet, d'avoir des applications qui vont permettre de favoriser le covoiturage. On se connecte, on sait voilà, où prendre quelqu'un ou covoiturer avec quelqu'un et attendre pas trop longtemps. Donc voilà, le numérique, ça va permettre aussi d'être un peu plus rapide, d'être un peu plus interactif et de percevoir, on va dire, cette notion d'écomobilité moins comme un frein, mais plutôt comme une solution alternative où on est quand même libre de choisir. Donc voilà, il y a un certain nombre de projets qui se développent. Le troisième point sur la partie communication auprès des populations, bon, je citerai, il y a un exemple, c'est la semaine de la mobilité, je fais la pub, qui a lieu chaque année en septembre, où justement on essaye de communiquer auprès du grand public sur les modes alternatifs, on va dire, à l'usage, à l'autosolisme, être tout seul dans sa voiture. Donc c'est une semaine assez festive, on essaye de donner des retours d'expérience sur les solutions à envisager et faire en sorte aussi que l'écomobilité puisse être vécue comme un moment festif au sein des entreprises qui aussi misent sur ces questions-là un peu en termes de RSE pour essayer de mettre du lien au sein des entreprises, de faire des défis écomobilité, des challenges on covoiture cette semaine entre les différentes directions. Alors ça, c'est valable pour les entreprises ou les administrations, les collectivités qui ont, on va dire, un nombre de salariés suffisant. Pour les plus petites structures, c'est peut-être plus compliqué. Mais on peut aussi accompagner des démarches, je pense, par exemple, au plan de déplacement entreprise ou administration ou inter-entreprise à l'échelle d'un territoire, d'un site. C'est ce qui a été fait récemment sur le site de la Tontouta avec 1000 salariés, 12 entreprises différentes, d'essayer de mutualiser et d'organiser un peu mieux les déplacements pour que chaque entreprise, de façon individuelle, ait une
réduction de ces coûts, puisque ça coûte en fait le poste mobilité ou mettre en place une navette pour ses salariés, etc. Donc voilà, il y a pas mal de démarches d'optimisation. On sait que ce qui sera le plus compliqué, c'est en effet le covoiturage sur des distances, des courtes distances pour aller à son travail. Il y a pas mal de retours d'expérience intéressants à porter à connaissance, je pense en métropole, dans les zones rurales, où on peut trouver des similitudes avec la Nouvelle-Calédonie. Voilà, il y a des choses à développer et je note qu'on a besoin de communiquer davantage sur ces questions-là pour donner un peu les clés, les solutions pour changer de pratique. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du transport aérien, qui est aussi une autre vraie question, il me semble, dans le Pacifique. C'est vrai que ça sera sûrement... on ne peut pas y renoncer dans le Pacifique, sinon il n'y a plus de continuité territoriale. Mais en préparant ces conférences, je me disais qu'on pouvait peut-être tous essayer au sein de nos entreprises, de nos institutions, de pousser à obtenir une neutralité carbone. Ça ne fera pas tout, mais envisager qu'il y ait une compensation versée à des associations qui sont spécialisées lorsqu'on utilise l'avion, ça peut être une des mesures prises pour essayer de se rapprocher de ces objectifs de neutralité carbone. Mais, oui. Juste un complément sur la question qui a été posée sur l'écomobilité. Aujourd'hui, le constat que Synergie porte et qui, je pense, est partagé aussi par d'autres acteurs, notamment l'ADEME, c'est le manque de politique publique. En fait, on n'a pas de schéma territorial, on n'a rien qui permet d'encourager le développement de l'écomobilité au sens large du terme. Et c'est quelque chose qui permettrait finalement d'avoir, une fois qu'on se fixe un objectif, de mettre les moyens et les mesures qui vont avec pour permettre d'atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, il n'y a rien. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où il n'y a rien, on voit qu'il est difficile de faire en sorte que les gens se l'approprient ou que les gens le considèrent, finalement des mesures coercitives puissent pousser dans ce sens-là, parce que derrière, il n'y a aucune volonté d'y arriver, quoi.